Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Écoutez, on va commencer. Avoir la capacité de se transformer est un enjeu vital pour une entreprise, les échos. La capacité de changer est l'enjeu majeur des DRH, HBR. Le futur du travail obligera de nombreux salariés à changer, etc., etc. Changer est partout, dans toutes les bouches, dans toutes les publications. Et développer notre capacité à changer dans notre organisation, puis individuellement bien sûr, est la finalité de beaucoup d'initiatives, de projets RH, etc. Alors si c'est votre préoccupation, vous êtes au bon endroit, c'est notre sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue à notre atelier 5 leviers pour développer la capacité à changer. Alors, je suis Serge Moton, je suis coach d'organisation et puis je suis accompagné aujourd'hui de Evelyne, qui est coach d'équipe, facilitatrice et gestalt thérapeute. Alors, on n'entendra pas et on ne verra pas Evelyne parce qu'elle est au chat. Donc, vous pouvez lui envoyer un petit message pour lui dire si tout va bien, si vous entendez et voyez bien la présentation. Et puis, lui adresser également toutes vos questions tout au long de la présentation. Voilà, je regarde un peu dans le chat si tout va bien. Voilà, super. Alors, je vois que Loïc n'a pas de son, semble-t-il. Vanessa, tout va bien. Voilà, peut-être Loïc, il faut rafraîchir votre page. Voilà. Alors, si on commence, eh bien, hop, voilà. Pourquoi changeable? Qu'est-ce qui nous donne un peu autorité à parler de ce sujet? Il ne vous aura pas échappé qu'en quelques années, nous sommes passés du taylorisme à un monde VUCA qui impacte toutes les organisations. Dans leur façon de prédire le moyen terme, les outils, les démarches de contrôle de l'environnement, qui deviennent réduits ou inexistants d'ailleurs pour certains, les process, les méthodes de travail, le management, tout ça s'est remis en cause, pour inefficacité ou bien inadéquation. La compréhension des parties prenantes devient très complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis les raisonnements rationnels sont extrêmement challengés. Et donc, finalement, il faut changer. Et le changement est devenu un peu le new normal. Alors, c'est ce que font un certain nombre d'entreprises, dont certainement les vôtres, c'est qu'on commence à engager un certain nombre de changements à haute fréquence et en continu. Et tout se passe bien, sauf que finalement, on connaît finalement, ou en tout cas nos clients, on voit bien qu'ils connaissent un certain nombre de pannes. Et la transformation ou les projets de transformation se transforment en outil de diagnostic. Alors nous, on entend des remarques du type ou des commentaires du type nos équipes ne collaborent pas, il n'y a pas de coopération transversale chez nous, vous savez, ou alors nous sommes trop silotés, ou il n'y a pas de dynamique dans les équipes, pas vraiment de synergie, on aimerait développer ça. La prise de responsabilité, l'initiative, trop faible, il n'y a pas d'engagement, etc. Les collaborateurs sont d'une logique individuelle alors qu'on a besoin d'agir tous ensemble. Voilà, c'est un peu les choses un peu classiques que nous entendons. Finalement, ce qu'on observe surtout, c'est au final que les projets s'étendent, les ambitions se réduisent et puis les équipes s'épuisent dans les changements. Alors, comment agir? Finalement, le changement en continu, en permanence, demande un entraînement ad hoc, de devenir changeable, c'est-à-dire d'améliorer sa capacité à changer. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place, et je vous ai listé en dessous, que vous connaissez certainement et sur lesquels vous avez déjà engagé des choses. La question fondamentale, finalement, c'est comment on travaille ces sujets-là, comment on travaille le changement de culture, l'innovation managériale, le leadership, etc. Et donc, c'est finalement notre raison d'être, pour que changer ne revienne plus à faire pousser des plantes sur des rochers, comme l'illustre cette petite image, en territoire aride, avec beaucoup d'efforts, mais devienne plutôt quelque chose de plus fertile. Alors, c'est ce que nous faisons chez Changeable. Voilà, vous aider à changer votre façon de changer au travers de 2 activités, développer votre capacité à changer et puis accompagner vos changements pour changer mieux, plus vite et plus durable. Nos services, rapidement, ils tournent autour de la transformation en profondeur, que ça concerne la culture du XXIe siècle, le leadership du XXIe siècle, les projets de transformation, comment on les met en place, comment on change, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place, le développement individuel qui est souvent nécessaire pour un certain nombre de personnes, pour les accompagner, l'innovation sur le management également, et puis on a des offres également qui sont, qui portent particulièrement sur les startups, notamment dans les phases de scale.
Comment on fait, comment on répond à notre promesse de changer mieux, plus vite et plus durable? On s'appuie sur une équipe. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 40 coachs d'organisation, de consultants, designers, et avec des spécialités tous un petit peu complémentaires. On s'appuie sur un certain nombre d'outils, voilà, que j'ai symbolisé dans le petit nuage, qui tournent autour de, voilà, donc du coaching, par exemple, notamment le coaching d'équipe, coaching d'organisation, aussi l'agilité, l'intelligence collective, design, etc. Et puis, on va designer et opérer finalement des activités, soit sur les stratégies de change, de communication, soit sur les, on va dire, les moments d'insight, de prise de conscience, soit sur les entraînements, les multiples entraînements qu'on peut faire, sur l'intelligence émotionnelle, pardon, sur la communication, sur la créativité, etc. Et puis accompagner les projets. Voilà, rapidement pour nous présenter. Ce que je vous propose, c'est peut-être, si Evelyne, tu peux activer le sondage, à combien êtes-vous satisfait de la capacité à changer dans votre organisation? À combien êtes-vous satisfait de la capacité à changer de votre organisation? Alors, on va vous laisser quelques secondes et puis ensuite on pourra publier les résultats pour avoir une petite indication. Voilà, je pense que tu peux publier maintenant, Evelyne. Je ne vois pas trop les résultats. Voilà, ok, super. Voilà, ben oui, donc ok. Donc on est plutôt voilà, sur la partie basse pour certains. Voilà, il y a quand même des gens qui sont très satisfaits, c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, ce que je vous propose, c'est que l'on regarde un petit peu cette notion de capacité à changer, et puis ensuite, on regardera les 5 leviers que nous avons promis. Alors, premier sujet, changer, c'est faire différemment pour atteindre un résultat différent. Moi, j'aime bien cette définition parce qu'elle appuie sur le faire différemment et ça rappelle qu'avant tout, on est sur une dimension humaine et on est, quand on change, en train de faire adopter des comportements à des personnes et à essayer de les ancrer dans le temps. Et quand on lit parfois un peu de littérature sur le sujet, on s'aperçoit que c'est parfois un peu mécaniste. Alors, comment on procède finalement? De quoi on a besoin? Eh bien, je vous l'ai mis là avec quelques sujets sur lesquels on a été sollicité l'année dernière. On travaille sur des sujets qui sont extrêmement différents et qui chacun sont des sujets compliqués. Quand on travaille le sujet de la gouvernance ou du leadership ou de développer l'entreprise ou de la transformation des métiers, voilà, on est sur chacun des sujets compliqués qui peuvent parfois d'ailleurs être déjà complexes. Ce qui est intéressant, c'est la concomitance, c'est qu'il n'y a jamais un projet qui est tout seul. Et donc, on rajoute à ça la dimension du temps court, il faut que ça soit fait dans un temps réduit, plus les injonctions du type changer ou mourir. Hein, si on ne change pas, on est foutu. Ou alors, il faut qu'on réussisse du premier coup. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Là, on rentre finalement dans quelque chose qui est assez complexe. On rentre dans l'univers de la complexité. Et donc, la question finalement qui revient, c'est comment on change en permanence sur plusieurs thèmes en même temps, tout en améliorant nos performances et en maintenant nos ressources engagées. Voilà. En gros, devenir une organisation apprenante, ce que Peter Senge appelait une organisation apprenante, et qui repose sur le développement de la capacité à changer, pour finalement atteindre un champ fertile où on est capable d'anticiper, de réagir, de s'adapter ou de révolutionner selon les éléments. Et l'enjeu, évidemment, derrière, c'est de créer continuellement ces conditions favorables au changement de comportement, à leur déploiement, à leur propagation et puis à leur ancrage pour construire un futur souhaitable pour l'entreprise. Alors, de quoi avons-nous besoin pour cela? Je vous ai donné là un petit exemple d'un certain nombre de sujets finalement qu'il est intéressant de développer ou de mettre en place. Nous, quand on intervient dans une entreprise, on va tout de suite s'intéresser à de quoi dispose-t-elle et c'est quoi les facilitateurs du changement qu'elle a déjà en place, sur lesquels on peut s'appuyer et lesquels elle a besoin finalement pour pouvoir répondre aux enjeux qu'elle nous demande finalement, qu'elle nous demande de participer.
Donc, voilà, on retrouve les systèmes de reconnaissance, la conscience collective, la culture du XXIe siècle, etc. Enfin, tout un tas de sujets qui sont des potentiels facilitateurs. Il y a un autre élément dont on a besoin, c'est d'identifier la culture. Selon la culture de l'entreprise, là, je vous ai modélisé quatre cultures d'entreprise sur un modèle assez connu, Okai. On ne va pas agir de la même manière. Quand on est en bas à gauche, par exemple, dans une organisation qui est très mûre, qui est déjà ancienne, on voit que la dimension contrôle, donc tout ce qui va être organisation, les process, etc., est assez développée. Et finalement, si on veut développer l'engagement, il va falloir qu'on utilise un certain nombre de leviers qui est complètement différent de celui qui est l'entreprise qui est plutôt en haut à droite, qui est plutôt start-up, où là, on est complètement dans l'imagination, l'innovation, etc., et on s'arrête assez peu finalement pour formaliser des choses. Donc il faut identifier évidemment, je vous ai pris deux extrêmes, mais la typicité de cette culture. Donc ça c'est évidemment un élément qui est important, c'est quelque part le premier levier. Et puis il y a ce que nous entendons et ce que nous observons. Et en fait, si on entend on collabore pas chez nous, ce qu'on observe, c'est qu'en fait le système qui est en place dit ne collaborez pas. Quand on nous dit les gens ne travaillent pas vraiment ensemble, ils ne collaborent pas, il n'y a pas de synergie, etc., oui, le système fait qu'il dit ne travaillez pas ensemble ou restez en silo. Ou alors on entend, oui, la dynamique, ok, créer une dynamique, mais comment on fait pour créer une dynamique et l'entretenir? Il y avait un article il n'y a pas très longtemps sur une étude qui avait été faite sur les team building, qui disait les team building servent à rien. Oui, en fait, les team building servent à rien tant qu'on fait une activité ludique pour aller faire du kart, du paintball, etc. Enfin, voilà, ça peut éventuellement être un peu utile pour développer la qualité d'être ensemble, mais c'est tout. Alors, il y a plein d'autres aspects qu'il y a à développer pour avoir une belle dynamique. Et évidemment, le team building, tel que dans l'acception, en tout cas, qu'on entend, est complètement absente. Voilà. Même chose sur la responsabilité, l'initiative, la logique individuelle. Alors, quels sont les éléments, les leviers finalement que nous pouvons utiliser? Le premier, pour donner un exemple, lorsqu'on injecte un vaccin dans votre corps va tout faire pour le tuer et l'expulser. Alors imaginez avec un changement ce qui se passe dans une organisation. Il se passe à peu près la même chose, sauf lorsque j'apporte un changement qui est un changement qui va être utile, donc je perçois immédiatement l'usage bénéfique. Par exemple, je plante des clous avec un caillou, vous me donnez un marteau, je vais dire c'est super, ça me simplifie la vie, c'est quand même beaucoup mieux. Par contre, si je vois pas l'usage tout de suite, je suis un peu perdu, je sais pas forcément, j'ai une évaluation en tout cas qui se fait et une posture qui se met en place. Donc c'est le principe du système immunitaire qui protège l'organisation, qu'il faut préserver bien entendu, qui préserve une situation actuelle et qui réagit par rapport à tous les changements. Alors, en soi, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est lorsque ce système immunitaire devient trop puissant que là, il y a un problème. C'est qu'il n'y a plus de perméabilité finalement au changement. Et on se retrouve dans des situations de blocage assez rapidement. Alors, c'est ce que je détaille là, le concept, vous l'avez compris. L'importance, c'est l'activation immédiate de système immunitaire. Dès que vous annoncez quelque chose, immédiatement, ce système immunitaire se met en place chez chaque individu. Et donc, c'est important de pouvoir l'adresser. Il n'y a pas non plus de conscience partagée sur ce système immunitaire. Certains l'ont, mais elle n'est pas partagée dans le groupe, dans les équipes. Et du coup, ça crée un problème, c'est que finalement, on croit être seul à percevoir une chose et il n'y a pas de conscience collective associée. Et évidemment, c'est un facteur de blocage qui est important. Alors, ce qu'on vous propose sur ce levier, c'est de voir regarder un peu comment on peut agir finalement dessus. Donc, quelques pistes. La première chose, j'en parlais il y a un instant, c'est rendre conscient ensemble. Si on est capable de prendre conscience de l'existence de système immunitaire et de s'amuser à repérer chez soi et puis dans son équipe comment il agit, comment il a agi par le passé et comment peut-être il va agir s'il y a un nouveau changement qui se précise, ça permet de redonner une distance, un espace. Et ça crée également cette dimension de cohésion et de dynamique. Maturer la dynamique d'équipe, évidemment, le repose là-dessus. C'est que quand on est capable de parler de choses un petit peu profondes, notamment sur ce qui active notre système immunitaire, notre système de défense, face au changement, on rentre dans une confiance et une capacité finalement à s'écouter, à communiquer, qui est évidemment bien plus importante, qui sera utile pour la suite.
créer un espace pour l'intelligence émotionnelle. Si je ne suis pas connecté avec mes émotions, c'est difficile de savoir comment je réagis, etc. Il y a des gens qui ne sont absolument pas connectés à leur peur, par exemple. Et du coup, nous, on voit bien qu'ils ont peur, mais eux, ils ne le sentent pas. Et donc, reconnecter ces émotions, l'intelligence émotionnelle, elle est évidemment très importante. Et puis, se former aux conversations inconfortables. Les leaders qui, à un moment, vont animer ces réunions ou ces ateliers de travail, il faut qu'ils soient formés à cette inconfortabilité, si je puis dire. Si on est mal à l'aise avec l'inconfort, ça va être très, très compliqué. Très, très compliqué de pouvoir évoluer, surtout quand on parle de sujets de type émotionnel qui sont assez personnels. On n'a pas l'habitude aujourd'hui, ou pas assez l'habitude de travailler ces éléments-là. Voilà. Quelques pistes. L'impact qu'on vit, c'est évidemment, sécuriser. Si on ne sécurise pas, il n'y a pas de mise en mouvement. Et de redonner la capacité, redonner le choix dans l'agir de l'équipe sur comment elle va répondre à un changement. Et finalement, on opère un rééquilibrage de ce système immunitaire. Il ne s'agit pas de le supprimer, il s'agit de l'équilibrer pour ne pas qu'il soit trop puissant, pour ne pas qu'il soit trop faible, qu'il puisse jouer son rôle à plein, protéger l'équipe, sécuriser, mais en même temps qu'il soit perméable suffisamment à un certain nombre de changements, un certain nombre de propositions, pour pouvoir les faire évoluer et les transformer en innovation, quelle que soit la nature de l'innovation. Et quelque part, on est un peu en train de changer la façon dont vous changez. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est important à travailler, notamment chez les leaders, les managers, les dirigeants qui sont en charge de transformation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et puis on prendra un temps à la fin pour pouvoir y répondre. Deuxième levier, lorsque vous êtes sur le bord d'une piscine et que vous apprenez les mouvements de la brasse pour apprendre à nager. Voilà. À un moment, le maître nageur vous dit, tiens, allez, hop, on saute dans la piscine. Est-ce que vous avez peur de mal faire un mouvement ou est-ce que vous avez peur de vous noyer? Voilà. En fait, on a plutôt peur de se noyer. Et donc, pour une personne, l'erreur peut être un échec et pour une autre, l'erreur peut être simplement une erreur. Et donc, il y a une variabilité finalement en fonction des individus sur cette notion d'échec, mais en tout cas qui est très présent et qui est associée à la peur de la sanction. La sanction, c'est pas uniquement la sanction du manager ou du chef ou peu importe, c'est la sanction sociale, c'est la sanction familiale, c'est la sanction dans son ensemble finalement. Quelle est la peur de la sanction? Et puis, on rajoute à ça également le culte de la performance, lorsque on doit réussir tout du premier coup, etc. Enfin, voilà, ça devient très, très compliqué. Il faut pouvoir créer, on va dire, la protection, la permission qui vont permettre la puissance de l'expression de chacun dans son activité. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas tellement de droit à l'erreur, mais je suis plutôt intéressé par cultiver l'échec. Il n'y a pas de réussite sans échec, on a tous échoué et on échouera tous sans trop de surprise. Alors, sur la question de l'importance de ce levier, évidemment, là encore, la peur, elle est souvent immédiate et elle génère des comportements qui sont réflexes, et donc pas forcément réfléchis, pas forcément maîtrisés. Ça entame évidemment tout ce qui est prise d'initiative, de responsabilité, nouvelles idées, innovation et engagement. Donc évidemment, vous retrouvez un certain nombre de pains, des difficultés que beaucoup d'entreprises, et peut-être les vôtres aussi, expriment face à leurs équipes. Donc c'est intéressant de travailler sur ce levier, il y a une vraie capacité de libération d'énergie à faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Sans surprise, en parler ensemble, créer un atelier pour pouvoir travailler cette notion. Nous, on l'a fait par exemple pour certains clients, ils sont peut-être là d'ailleurs, je les salue. C'est extrêmement intéressant. Quand vous amenez des personnes, des managers par exemple, à dire « mais en fait, moi j'ai échoué », devant un autre parterre de managers, c'est un impact qui est vraiment très intéressant. On a tous conscience qu'on va échouer, qu'on va échouer, etc. C'est une autre chose d'en parler ensemble et de dire à ses collègues « en fait, oui, moi j'ai échoué. » Voilà. Et en fait, c'est pas grave. Et de voir leur réaction et de pouvoir se dire « tiens, comment je réagis face à l'échec ?» Voilà, peut-être le faire entre pairs, et puis ensuite, pour pouvoir le faire avec ses collaborateurs dans ses équipes.
On peut également réguler avec la dynamique d'équipe dans ce sens-là, hein. C'est un peu ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a peur, qu'il l'exprime dans l'équipe, déjà il prend conscience, si les autres expriment aussi une peur, que il n'est pas tout seul à avoir peur. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça le rassure. Et puis une personne qui est, lui, qui n'a pas forcément peur de cet échec, va se dire, tiens, mais en fait, c'est intéressant ce que vous me dites. Là, moi, j'avais pas saisi tous ces éléments-là. Ok, il faut que je sois aussi attentif à ça. Donc, on accroît finalement l'acuité de l'équipe. On renforce finalement, grâce à la dynamique d'équipe, la capacité de résilience et la capacité de réagir, de créer finalement une réaction qui est adaptée face à un changement sur lequel il y a une peur de l'échec qui peut se mettre en place. Après, je parle de la sanction dans la culture. Il y a plein de fantasmes, évidemment, qui sont associés à la sanction. Et donc, c'est aussi un espace intéressant à pouvoir aborder dans des ateliers comme cela, par exemple, avec vos équipes, pour démystifier, défantasmer finalement ces sanctions-là. Et la question de la valorisation de l'échec, alors il n'est pas question de dire « Ah, c'est super, allez, échouer », mais en même temps, plus on échoue, plus on réussit. C'est-à-dire que l'échec est toujours quelque chose sur lequel on va capitaliser et apprendre. Et on sait tous que réussir du premier coup, voilà, ça arrive, très bien, mais c'est quand même pas la règle. Et puis, là encore, on fait appel à l'intelligence émotionnelle, c'est que la peur, une de ces émotions fondamentales, il faut pouvoir la reconnaître, pouvoir l'identifier, la mettre à distance pour pouvoir ensuite se donner une capacité à réagir. Et évidemment, quel impact là? J'en parlais tout à l'heure, libération d'énergie qui est folle, on sécurise, on met en mouvement et puis on supprime les climats malsains. C'est hyper important de supprimer les climats malsains. Quand je vous disais tout à l'heure, chez nous, les gens ils collaborent pas énormément et que nous, on voit qu'en fait, le système est conçu pour que les gens ne collaborent pas ensemble. Il y a une espèce de climat malsain qui est vraiment en place, avec une espèce d'injonction contradictoire où le système vous dit un truc et votre manager vous dit autre chose. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Pour ce deuxième, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas. Mais de questions, n'hésitez pas s'il y a besoin. Si je vous donne 1 minute maintenant pour trouver le maximum d'idées à une question du type, par exemple, qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Vous allez, en 1 minute, me trouver 20 réponses. Si je vous mets un petit groupe de 3, par exemple. Si je vous redonne 1 minute, vous allez en trouver 30. Et puis, si je vous redonne encore 1 minute, là, vous n'allez pas me trouver grand-chose. Vous allez me trouver moins d'une dizaine. En revanche, si je vous entraîne à travailler ces petits challenges, à travailler votre créativité, en fait, dès la première minute, vous allez me sortir 50 idées. 50 idées, c'est beaucoup en 1 minute, hein, mais c'est possible. Ces chiffres-là, je vous les donne, c'est pas, ils ne sortent pas du chapeau. En fait, c'est ce que moi j'observe quand on anime des ateliers sur la créativité avec nos clients. Et c'est à peu près, c'est assez drôle, hein, mais c'est toujours à peu près la même chose. Alors, imaginez si je vous posais la question, ou si je pose la question à un groupe, en rapport avec l'amélioration du client, et que d'un coup, 40, 50 idées qui sortent. Ça commence à être intéressant, ça. Peut-être toutes ne sont pas bonnes, peut-être toutes ne sont pas réalisables, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant à faire, à travailler pour pouvoir créer des solutions derrière. Face au complexe, on a besoin de créativité, hein, c'est indispensable. Le changement, c'est la créativité. Et donc, il faut pouvoir se muscler. Muscler, c'est sa créativité. Et évidemment, la première chose qu'on observe quand on essaie de la développer, c'est que on commence toujours un atelier on commence plutôt jamais un atelier sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous dire « Ah, vous savez, vous serez indulgent avec nous parce qu'on n'est pas très créatif, hein, ou moi, je ne suis pas très créatif, etc. » Il n'y a pas de confiance dans ces capacités créatives. Alors, moi, je sais qu'on est tous créatifs, vous êtes tous créatifs. La question, c'est comment peut-être vous accédez en fait à votre créativité. Comment vous faites accéder votre équipe à sa créativité. Ça, en revanche, c'est peut-être un petit peu, c'est pas si clair. Et puis le deuxième aspect, c'est que la créativité, c'est un processus. Hein. Alors, en fait, ça s'apprend, ça se travaille pour le faire correctement, mais ensuite, ça doit driver, et puis ça doit pouvoir être utilisé régulièrement. Donc, 2 éléments d'importance, en tout cas, qui portent sur la créativité, ou qui notent cette importance de la créativité, plutôt.
Comment on fait? Bon, bah, créer les conditions de la créativité, voilà, ça s'apprend, ça se travaille. On fait un certain nombre d'ateliers sur ces sujets-là. C'est toujours très, très intéressant de voir comment ça réagit. D'apprendre aussi à savoir comment la susciter. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas toujours, enfin qui a un peu, il y a un peu de finesse finalement, et qu'on acquiert finalement avec la pratique, pour pouvoir utiliser un outil plutôt qu'un autre, etc. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs démarches, des centaines d'outils qui existent pour pouvoir se mettre dans des situations de créativité. Il faut savoir lesquels utiliser. Il faut avoir cette sensibilité-là. Un autre élément, c'est d'utiliser l'imagination et l'exploration. Je me souviens d'un codir, par exemple, que j'avais accompagné, sur lequel ils avaient décidé d'engager un certain nombre de transformations importantes. Et je leur avais demandé, tiens, imaginez le héros, le collaborateur héros dans votre prochaine organisation. Ça n'a pas tout réagi tout de suite, mais au bout de quelques minutes, en fait, ils ont commencé à imaginer ce héros, ce super-héros, en fait. Et puis, de là, ils ont imaginé toutes les valeurs, tout le système, toute la culture, finalement, qui allait le porter, jusqu'à, finalement, les actions à engager, en voyant ce qui leur manquait comme qualité dans leur organisation, dans leurs équipes. Et donc, en imaginant les formations ou les actions, en tout cas, qu'il fallait déjà engager pour pouvoir développer cela. Donc l'imagination, évidemment, c'est un puits fantastique. Il faut la travailler, voilà, simplement, des petits ateliers d'imagination, c'est très simple. Et puis, le dernier aspect, c'est la consistance. C'est que si je me forme sur la créativité, c'est génial, mais si je ne pratique pas, ça ne va pas. Et donc, il faut régulièrement pouvoir entraîner. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait, en fait, moi, je donne à mes équipes régulièrement des challenges sur le développement durable. Je leur pose une question, voilà, on précise comment on pourrait être plus développement durable là dans cette équipe-là, et régulièrement finalement ils se mettaient en situation d'utiliser la créativité pour pouvoir proposer des nouvelles idées de fonctionnement, de travail, voilà, de matières premières, etc. Donc c'est important, voilà, cette dimension de consistance. Là, évidemment, on joue en termes, ou on attend en termes d'impact, un impact sur la confiance. Quand j'ai un changement qui se présente et que j'ai confiance en mes capacités créatives, je suis un peu plus confiant, je sais que je vais pouvoir m'en sortir. En revanche, si je doute de mes capacités créatives et celles de mon équipe, en fait, j'ai l'impression que je suis dans un corner, quoi, et que je vais pas pouvoir en sortir. On accroît donc la résilience. On développe aussi ce qui est le réagir positivement. C'est-à-dire pouvoir se dire, tiens, le changement n'est pas forcément mauvais, avoir des nouvelles idées, apporter des nouvelles solutions, c'est pas forcément mauvais, parce que ça peut être, je peux être partie prenante, je peux être aussi, comment dire, dans une dimension d'amélioration finalement soit de mon travail, soit de la qualité du service, soit de la qualité de l'entreprise, etc., en fonction de ce qui motive la personne. Et donc c'est voilà, une dimension positive. Et donc ça amène évidemment le change for good. Voilà. Pour ce troisième levier sur la créativité. Quatrième levier, alors je regarde, pardon, s'il y a des questions. Peut-être. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Le quatrième, combien de réunions commencent dans vos organisations avec Jeanne qui est en train d'écrire un SMS à son mari parce qu'elle ne pourra pas s'occuper de la sortie d'école et donc elle lui demande s'il peut s'en occuper. Louis qui est en train de chercher une prise parce qu'il n'a plus de batterie dans son ordinateur, quand même embêtant. Vous avez Leïla qui est en train d'écrire un mail à un client qui lui a posé une question un peu embarrassante après une situation. Elle est assez préoccupée par ça. Vous avez Mohamed lui, qui a préparé la réunion, qui a fond le ballon. Il a très envie de partager tout son contenu, qui trépigne d'impatience. Et puis la réunion commence. Et puis vous avez Steve qui pousse la porte, qui dit excusez-moi, j'ai été retenu par une réunion, etc. Est-ce que vous croyez que les conditions de la collaboration sont réunies ? Nous, on répond non. Un autre exemple, c'est sur la prise de décision. Vous avez un groupe de travail qui peut être l'équipe native ou qui peut être un groupe transverse. Est-ce que celui qui prend la décision, c'est celui qui parle le plus, qui apporte le plus d'arguments? Est-ce que c'est la rationalité? Est-ce que c'est celui qui décide, etc. Évidemment, la façon dont vous allez prendre vos décisions, elle va impacter l'engagement finalement de chacun.
Donc, la question de la collaboration, est-ce une évidence? Pas si sûr. Pour nous, on le voit en effet sur cette dimension du travailler ensemble, hein, dans la dimension du conjuguer les savoirs et les savoir-faire. On peut être sur des activités qui sont très différentes, avec des parties prenantes, les groupes de travail avec des parties prenantes, et apporter chacun nos savoirs, conjuguer nos savoirs pour créer quelque chose de plus grand que ce que chacun était capable de faire. Et donc, un des sujets qu'on voit d'importance, c'est que changer requiert de collaborer, et changer vite de surcroît, et qu'on a des fausses croyances sur la collaboration. Beaucoup de gens disent, ouais, vous savez collaborer, mais peut-être pas au niveau suffisant pour pouvoir réaliser un certain nombre de changements rapidement. Donc ça a besoin là aussi d'être musclé. Qu'est-ce que moyen pour agir? La première chose, c'est de pouvoir redéfinir ou de pouvoir maintenir cela vivant. Qu'est-ce que c'est que collaborer? Si c'est pas partagé par tout le monde, si c'est pas codéfini par tout le monde et régulièrement revisité, remis à jour peut-être, il est sûr que chacun a sa conception et donc va s'arrêter là où l'autre pense qu'il va continuer. Enfin bon, voilà, ça va pas. Et donc apprendre à collaborer, pour nous, il y a un certain nombre de... On a défini un modèle, par exemple, de développement de collaboration pour les équipes, sur lequel on s'appuie sur cet axe. Je vous en ai mis quelques-uns là. La qualité d'être ensemble, c'est évidemment l'essentiel. Si on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait une espèce de qualité qui soit présente, qui donne envie d'échanger, de construire, etc. Décider ensemble, j'en parlais tout à l'heure, indispensable. Aujourd'hui, on voit en fait chez nos clients qu'il n'y a pas forcément de connaissance de ces pratiques de décision participative, décision collaborative. Voilà, on a une fausse idée finalement de ce que ça représente. Le s'ajuster ensemble, la régulation est évidemment importante. Il n'y a pas d'équipe sans tension, donc si on n'est pas capable de réguler finalement ces tensions, d'éviter peut-être qu'elles s'enveniment en conflit, voire en affrontement, j'ai pu voir dans certaines équipes. Voilà, la tension est bonne, il faut pouvoir l'utiliser, mais il ne faut pas qu'elle s'envenime. Voilà quelques exemples de choses, donc avec des ateliers qui peuvent être faits de différents types. Et puis, quel impact on vise? Renforcer la confiance, encore une fois, et la satisfaction, très important aussi. Susciter l'engagement, la fidélité. On ne quitte pas une équipe, on disait, on quitte récemment. Voilà, susciter l'initiative, la prise de responsabilité. Voilà, la collaboration, elle est vraiment, voilà, quand on la pousse, quand on la développe, en fait, elle génère tous ces éléments-là. Mais elle repose sur un certain nombre de compétences, d'état d'esprit, etc., qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Et puis, élément important aussi, c'est que ça suscite le développement personnel. L'équipe voilà, a un rôle régulateur, un rôle de développeur, en fait, qui est extrêmement intéressant sur chacun des individus. Voilà ce qu'on peut en dire. Ce que on peut voir, c'est si maintenant on regarde le dernier, finalement, c'est comment on va travailler sur ces différentes dimensions. Parce que l'articulation des différents 4 premiers leviers là qu'on a vus, et de tous les autres, finalement, elle est extrêmement importante. On est plus dans une logique de long terme que de hook-up. Hein. C'est pas le une fois, c'est quelque chose qui doit être répliqué, qui doit être pensé, donc avec une dimension stratégique. Et puis il y a la question du format également. C'est comment je vais travailler ça. Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est de l'entraînement? Mais l'entraînement, c'est quoi? Voilà. L'importance, finalement, c'est un peu tout ce dont vous manquez, ou en tout cas nos clients nous disent manquer, c'est-à-dire l'engagement, l'initiative, la responsabilité, la collaboration, etc. Et donc, c'est la dimension de la consistance, finalement, qui est importante à déployer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi, je dirais 2 points, en fait, particuliers. Il y a le type d'intervention, c'est-à-dire que nous, par exemple, on a choisi de réaliser des activités qui sont soit de la recherche de l'insight, on va chercher à prendre conscience voilà, aux collaborateurs, des managers, etc. Par exemple, avec des jeux.
J'anime un jeu là bientôt sur le monde VUCA pour faire découvrir à des cadres qu'est-ce que c'est que le monde VUCA et l'inadéquation du mode de management auquel ils sont habitués avec le monde VUCA. Et pouvoir se mettre dans une situation de dire tiens, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place, etc. De quoi j'aurais besoin voilà. Et puis qu'il se fasse ensuite un développement un peu perso. Voilà, ça c'est quelque chose qui est évidemment très très intéressant. Il y a d'autres thématiques sur lesquelles on adresse bien sûr. Mais... Deuxième type d'intervention, c'est l'exploration. Changer, c'est explorer, c'est aller vers l'inconnu. Donc, si on n'est pas habitué à explorer, ben en fait, il y a peu de chances que on arrive à changer. On va changer que sur les trucs qu'on connaît, mais en fait, on a besoin peut-être d'aller connaître des choses qui sont nouvelles et qui vont nous apporter des choses. L'intelligence artificielle générative, par exemple, aujourd'hui, est intéressante. C'est un monde à explorer pour voir ce qu'il y en est vraiment de ce qu'il n'y en est pas et qu'est-ce que ça peut apporter. Voilà. Ça, c'est des explorations qui peuvent être menées. Donc, il y a des ateliers d'exploration qui permettent d'aller chercher des choses qui peuvent être utiles. Voilà. Et peut-être que ça ne le sera pas. Là aussi, il faut accepter l'échec dans l'exploration. Troisième type d'intervention, c'est des expériences à vivre. C'est que quand on veut développer certaines pratiques, je prends l'exemple du feedback que j'ai fait récemment avec une startup justement, avec son premier cercle de manager. Ils cherchaient à développer un peu leur pratique managériale. On a travaillé le feedback avec leurs jeunes managers. Au bout de 2 heures d'entraînement, eh bien, ils étaient capables de faire des feedbacks sur plein de situations différentes et avec un niveau d'aisance qui était qui n'avait rien à voir avec quand ils ont commencé. Donc, cette expérience pour aller observer différents cas pratiques, comment je peux positionner, etc., elle est évidemment extrêmement importante. Et puis après, il y a la dimension, deuxième partie, de la stratégie de propagation. C'est que le changement ne s'arrête pas lorsque l'on déploie un outil ou lorsqu'on a déployé, voilà, quelle que soit la nature d'outil d'ailleurs. La propagation, elle est indispensable. C'est comme si vous mettiez un produit sur le marché et que vous ne faisiez aucune communication, que vous ne faisiez aucun service après-vente, que vous ne faisiez aucune réflexion sur la logistique pour délivrer votre produit, etc. C'est tous ces aspects finalement qu'il faut penser, qu'il faut définir, budgéter aussi pour que ça puisse avoir un impact, parce que souvent ces transformations qui sont profondes, voilà, c'est pas en un claquement de doigts, ça prend un petit peu de temps. Ça va se faire sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Et donc, il faut imaginer comment se rythmer finalement cela. Qu'est-ce qu'on vise là-dedans? Évidemment, développer la capacité à changer, capacité à anticiper, capacité à réagir, capacité à s'adapter ou à révolutionner. Voilà. Pour devenir changeable finalement durablement, nous on pense que ces 5 leviers ils sont indispensables à mettre en place. Il y en a d'autres, évidemment, mais ceux-là sont indispensables. On libère le mouvement, on façonne, c'est les 2 premiers de la libération, on façonne, on donne des éléments pour façonner le futur, façonner l'aujourd'hui déjà et le futur. Et puis ensuite, on imagine comment entretenir ce mouvement, comment le développer éventuellement, s'il y a besoin de le développer. Voilà, donc 5 éléments pour devenir changeable sur cette capacité finalement à changer. Voilà, alors pour passer du monde un peu, on va dire, aride de l'image de gauche à l'image plutôt fertile de droite, où il y a plein d'initiatives qui poussent et qui fleurissent. Voilà, alors je ne sais pas si on a quelques questions, mais c'est le moment de les poser si vous le souhaitez. Alors, on a une question là, comment répondre aux équipes qui posent la confiance comme un préalable et non comme un résultat? Je suis assez d'accord en fait avec cette... la confiance, elle est là... je ne sais pas dans quel cadre finalement vous posez la question, mais la confiance est un prérequis, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de collaboration s'il n'y a pas de confiance. Et donc, en effet, c'est peut-être la première chose à construire ou à reconstruire s'il est besoin dans une équipe, surtout si l'on émet le désir ou la souffrance de manquer de confiance. Et donc, c'est intéressant que ça puisse être
travailler. Il y a certainement, si la confiance n'est pas là, des éléments qui l'ont cassée ou qui l'ont détériorée et qui vont laisser des traces. Et donc, bon, on sait bien que ça va être, voilà, ça va être un peu plus long peut-être pour la reconstruire. Alors, sur comment on peut faire, moi, la première chose, c'est évidemment créer un espace protégé pour pouvoir en parler, pour qu'il puisse s'exprimer. Tout ce qui n'est pas exprimé, finalement, reste actif et on n'a pas de moyen d'agir dessus. Donc, c'est important de le faire parce que le changement peut fragiliser la confiance. Oui. Moi, je pense que le changement, c'est un révélateur, en fait, du niveau de confiance. Si à un moment, il y a, à l'annonce d'un changement, la confiance qui paraît ébranlée, c'est que c'est pas le changement qui a ébranlé la confiance, c'est la confiance qui n'était peut-être pas là au préalable. Hormis si le changement implique peut-être des choses qui ont été dites comme devant être certaines ou ne pas bouger et qui finalement sont remises en cause. Mais voilà, tout dépend sur quoi se base la confiance. Si on croit que on a la capacité de vivre comme avant ou de travailler comme avant, voilà, là en fait, on a besoin de faire évoluer cet élément parce que c'est pas possible. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'espère, sinon, voilà, vous pouvez en poser d'autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en vois pas d'autres, moi. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose que on puisse clôturer. J'en profite pour donc annoncer le prochain webinaire que l'on tiendra le 27 mars, donc sur l'intelligence émotionnelle dans les équipes, développer l'intelligence émotionnelle en équipe. Et puis, donc l'inscription est ouverte, vous pouvez évidemment déjà le faire. Et puis à vous remercier pour votre attention durant ce premier webinaire de l'année pour Changeable et sa communauté. Voilà, belle fin de journée à tous. Et des ouvrages, pardon, à vous conseiller pour aller plus loin. Oui, alors, il y en a beaucoup. Écrivez-moi peut-être un message et je vous enverrai une liste de livres si vous voulez. Mais spontanément, je dirais qu'il y a des livres qui concernent l'organisation apprenante qui sont intéressants et qui donnent un certain nombre de guidelines sur comment concevoir finalement son action en tant que manager ou en tant que DRH ou en tant que responsable formation pour chercher à développer cette capacité à changer. Ouais, donc ça, voilà, il y a plein d'ouvrages sur ce sujet. J'en ai pas un particulier à vous recommander. Voilà, merci Bruno, merci à tous. Merci à Delphine et merci à Jérôme pour leurs questions. Et puis très belle fin de journée à tous et à très bientôt.